Bonjour, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. Où en sommes-nous presque un an après? Eh bien, nous débutons aujourd'hui sur Mosaïque une série d'entretiens sur les enseignements du 7 octobre, alors que nous approchons de ce premier anniversaire. Nous sommes en ligne aujourd'hui avec le géopolitologue Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour, bonjour Antoine. Merci d'avoir accepté donc de refaire un point avec nous de la situation pour Mosaïque. Je le disais, près d'un an donc après le 7 octobre. Je signale tout de suite d'ailleurs à nos auditeurs que ils pourront vous retrouver très prochainement à Trouville-sur-Mer, c'est en Normandie, comme on le sait, pour les 9e rencontres internationales géopolitiques, dont le thème sera cette année les femmes et le pouvoir. C'est du 18 au 22 septembre prochain. On en dira un mot tout à l'heure éventuellement. Avant d'évoquer donc le bilan de cette année, les perspectives qui se présentent, il faut faire peut-être un point rapide sur la conjoncture actuelle, situation qui reste marquée par l'incertitude, une sorte de surplace un peu tragique avec des morts qui tous les jours annonçaient. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, affirmait récemment qu'Israël se trouvait à un carrefour stratégique, avec d'un côté la perspective d'un apaisement régional qui naîtrait d'un éventuel accord de cessez-le-feu avec Gaza, avec le Hamas, et de l'autre, eh bien, un spectre d'une guerre généralisée au Proche-Orient. D'un côté, donc, apaisement, de l'autre, accroissement de l'intensité de la guerre. Quelles sont les chances, les risques de ces deux scénarios, selon vous, aujourd'hui? Merci beaucoup pour cette question fondamentale et difficile, cher Antoine. Je dis difficile parce que, vous savez, l'historien, lui, sait qui a gagné la bataille. Le géopolitologue, on lui demande qui va la gagner et comment elle va se dérouler, où et avec qui. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Alors, moi, d'abord, un point épistémologique concernant la discipline géopolitique. Quand vous dites qu'on est dans l'incertitude, vous avez parfaitement raison. Mais on est toujours dans l'incertitude. Je veux dire par là que ce n'est pas parce que il y a à un moment M ou sur un territoire T ou sur une zone choisi ici un processus de paix, comme à l'époque d'Oslo dans les années 93-2000, là plutôt une phase de tension ou de réarmement, que mécaniquement, on va arriver au bout de ce processus qu'on pense voir comme tel. Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que l'imprévisibilité est consubstantielle de la géopolitique et c'est encore plus vrai peut-être au Moyen-Orient qu'ailleurs. J'ajoute un point important. Il y a outre cette très grande tension et même cette guerre, et malheureusement tout se sent depuis maintenant un petit peu moins d'un an, mais il y a à côté de cela au Moyen-Orient des forces très constructives et des raisons d'espérer. On va y revenir, mais les accords d'Abraham n'ont pas du tout été remis en cause. Mais il n'y a pas jusqu'à présent, et ensuite je vous réponds concrètement, de guerre ouverte, massive entre l'Iran et Israël, mais également la Chine, la Russie, dans une moindre mesure, d'autres puissances peut-être dont on disait qu'elles challengeaient, entre guillemets, les États-Unis dans la région. Ah non, on ne les voit pas à l'œuvre. Donc, si vous voulez, j'ajoute un point important sur le terrain en Israël même, il n'y a pas eu, il n'y a pas d'insurrection. Et on en est très loin. Je me permets de vous rappeler, mais vous le savez, qu'au début de cette crise gravissime, enfin, juste après les massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre dernier en Israël, des prophètes de l'Apocalypse annonçaient l'Armageddon avec la guerre de tous contre tous, y compris donc c'est un peu moins de 2 millions de non-juifs, parce qu'il n'y a pas que des Arabes musulmans, vous savez, en Israël. Mais non, c'est même le contraire qui est en train de se passer, une très grande loyauté de la part de ces citoyens. Donc, juste pour vous dire que on va, me semble-t-il, et là je vous réponds concrètement, et je vais peut-être vous surprendre, vers non pas un apaisement, mais une forme de retour au statu quo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le statu quo? Pas à court terme, hélas, de retour à un processus de paix. D'abord parce que tant que le Hamas n'est pas militairement et politiquement totalement écrasé, ce n'est pas possible. Tant que, pardon, l'autorité palestinienne ne revient pas avec armes et bagages dans la bande de Gaza d'où elle a été chassée manu militari par le Hamas en 2007, c'est pas possible. Tant que l'actuelle coalition gouvernementale en Israël est en place, c'est pas possible. Donc, à court terme, je ne vous dis pas qu'on va vers un processus de paix, je vous dis que on va revenir sans doute vers quelque chose qui, alors, de très instable, mais qui est d'imprévisible, mais qui renvoie avant le 7 octobre. Je ne dis pas que tout redeviendra comme si rien ne s'était produit, mais il y a dans l'histoire longue des nations, et c'est vrai aussi au Proche-Orient, et ça concerne aussi Israël, mais pas seulement, il y a parfois des épisodes gravissimes après lesquels, ou suivis de périodes de retour à une forme, je dis bien une forme de calme. Vous savez, toute crise finit d'une manière ou d'une autre, hein,
par se résorber, d'une manière ou d'une autre. Elle peut se résorber par la guerre régionale à laquelle, vous le savez, je ne crois pas, et on va y revenir. Je pense que cette crise va se résorber faute de combattants parce que, je le dis et je le répète, le Hamas militairement est en train de perdre la guerre. Alors, donc c'est plutôt le scénario de l'apaisement. Galante disait aussi qu'un accord sur Gaza, c'est la clé pour débloquer plusieurs crises, hein. Le retour des otages, bon, en tout cas ceux qui restent encore vivants, mais aussi des escalades avec le Hezbollah, mais encore possible frein, des velléités de représailles iraniennes, hein, après la mort de Haniyeh. Est-ce que ces négociations, donc, qui semblent être un peu le point de passage, si je puis dire, vers cet apaisement possible, est-ce que ces négociations qui s'éternisent tout de même peuvent aboutir, selon vous, rapidement? Alors moi, je suis d'accord enfin avec vous ou avec Galland pour dire que lorsque la guerre s'arrête à Gaza, on a assez mécaniquement toutes les chances de voir une résorption enfin, de la crise, de la guerre de basse intensité, d'usure menée par le Hezbollah contre Israël sur ordre de l'Iran. Pour une raison au fond assez simple, c'est que si le Hamas est militairement vaincu, et il le sera, et si, ça fait deux si, mais j'y crois beaucoup, si l'autorité palestinienne soutenue par les États arabes, dont il faut rappeler que la majorité d'entre eux sont modérés aujourd'hui, hein, au sein de la Ligue arabe, hein, pour ceux qui tiennent encore debout, pour les États encore dignes de ce nom, sur le conflit israélo-palestinien, globalement, ils sont plutôt modérés, et notamment les voisins. Je pense évidemment à l'Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis par ailleurs dans la péninsule, et même l'Arabie saoudite, etc. Bon, Bahreïn, le Maroc, bien sûr, etc. Donc si l'autorité palestinienne revient à Gaza, vous comprenez bien que l'Iran et le Hezbollah ne peuvent pas être plus royalistes que le roi. Ils ne vont pas continuer à prétendre défendre les insurgés de Gaza s'il n'y a plus d'insurgés à Gaza parce que l'autorité palestinienne aura décidé de reprendre un processus de paix avec Israël. Donc de ce point de vue-là, oui, je suis d'accord. Là où j'émettrais une nuance de type stratégique et militaire, c'est que vous parlez de négociations. Moi, j'y crois mais à titre humanitaire, comme ça s'est produit en novembre, pour la libération d'otages israéliens en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Ça, j'y crois, mais attention, hein, là, on est dans le domaine humanitaire. Et ce ne sera que provisoire. Ça ne règle rien du tout sur le fond, parce que les négociations ne seront pas de nature politique. Israël ne reconnaîtra pas le Hamas ne reconnaîtra pas Israël, et la guerre reprendra. Et moi, je pense que oui, c'est de l'apaisement à Gaza que viendra une partie de l'apaisement du Moyen-Orient, mais je le répète et j'insiste, faute de combattants du Hamas. Le Hamas est en train, militairement, de perdre la guerre. Oui. Alors, on dit qu'il y a un point d'achoppement, c'est ce corridor de Philadelphie, donc la frontière avec l'Égypte. Le Premier ministre a fait voter même un texte au cabinet de sécurité sur le principe du maintien d'une présence militaire israélienne. C'est ça qui bloquerait. C'est quoi l'enjeu de cette affaire? Alors, l'enjeu, il est technique, il est logistique, il est simple, hein. Le Hamas s'approvisionne, pour l'essentiel en tout cas, alors en combattant, mais surtout en matériel civil et militaire, en matériel de construction bien évidemment, par la frontière, donc on appelle l'axe de Philadelphie, entre Gaza et l'Égypte, hein, c'est environ 14 km, bon, via notamment des tunnels. Soit avec l'assentiment du maréchal égyptien Al-Sisi qui jouerait un peu sur les deux tableaux. Je crois que c'est plutôt l'hypothèse la plus crédible parce que il joue gros, hein. Vous savez, les frères musulmans en Égypte, ils sont en prison ou ils sont au cimetière. Et ceux qui ne sont pas au cimetière et qui ne sont pas en prison, ils sont extrêmement violents et dangereux. Bon. Donc, il joue l'apaisement vis-à-vis de sa propre population, peut-être, c'est une hypothèse, en laissant plus ou moins le Hamas s'approvisionner via le Sinaï. Ça, c'est à peu près fini, c'est bloqué, à peu près en tout cas, depuis l'intervention militaire israélienne sur cet axe au printemps dernier. Mais est-ce qu'il faut rester? Est-ce qu'il faut rester? Vous êtes d'accord sur le fait qu'il faut rester? Ah ben militairement bien sûr. Militairement bien sûr. C'est-à-dire que sinon le Hamas risque de reprendre son trafic. Alors, si c'était que du trafic de cigarettes et de nourriture, ça ne posait pas de problème. Mais enfin, comment, en moins de 2 décennies, comment le Hamas a réussi, alors qu'on considérait qu'il y avait un véritable blocus autour de la bande de Gaza, dont on a vu après le 7 octobre que ce n'était pas vrai. Enfin, en tout cas, au moins un blocus partiel israélien, ça c'est vrai. Comment comprendre que le Hamas ait pu ait pu acheminer, mais des milliers de tonnes de matériel, de construction, d'armement dans des quantités très importantes. Alors d'accord, il en construit des roquettes sur place, d'accord, mais même pour construire des roquettes sur place, il faut tout de même s'approvisionner en matériel. Par la mer, c'est quasiment impossible à cause de la marine israélienne, et par les airs, évidemment, c'est strictement impossible. On a vu par où ça passait avec tous ces tunnels qui ont été découverts par l'armée israélienne, précisément, des autoroutes souterraines qui permettaient d'acheminer.
Alors, si je peux me permettre, moi je crois que d'après ce que je sais, ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu confidentiellement ou sur des sources ouvertes de l'état-major israélien, lorsque des généraux et israéliens disent à Netanyahou non mais en fait son exigence de rester sur l'axe de Philadelphie, ça compromet un accord avec les otages, oui c'est vrai, mais ils ne disent pas que militairement c'est inutile. Enfin, ce serait un non-sens total. Ils disent que si la priorité c'est la libération des otages, alors pour le Hamas, évidemment, mais par définition, on vient de comprendre pourquoi. Le Hamas ne veut pas céder là-dessus parce qu'il veut pouvoir conserver ce qui, à mon avis, hein, d'un point de vue militaire, est son ultime bouée en quelque sorte de sauvetage in extremis si vraiment demain tout devait s'arrêter. Alors, sans vouloir vous faire prendre des opinions, enfin, là, vous êtes plutôt du côté de Netanyahou par rapport à Galante sur cette question-là. Non, alors sur le plan militaire, oui, mais pas sur le plan humanitaire. Galland a raison si l'objectif suprême, mais ça appartient à Netanyahou, hein, c'est la branche, c'est l'exécutif dans une démocratie comme Israël, c'est évidemment les décisions ne sont pas prises par les militaires, prises par les décisions par les politiques et Netanyahou a été élu. Bon, donc sur le plan militaire, il a raison. Si on privilégie un accord de libération des captifs qui restent en vie et des dépouilles, alors il faudra céder sur l'axe de Philadelphie. Bon. Alors, certains estiment que ce scénario de l'apaisement, s'il devait se confirmer, ne serait pas forcément finalement le plus favorable à Israël dans le moyen terme, puisque ça va laisser entières les menaces du Hezbollah, les menaces de l'Iran, qui, dit-on, à terme ne peuvent que se renforcer. Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de faux gain en pensant que l'apaisement va permettre de reprendre les affaires comme le business as usual, alors qu'on a eu l'expérience du 7 octobre, évidemment? Alors, question géopolitique très intéressante et très fondamentale. D'abord, Israël ne peut pas tout. Si les États-Unis d'Amérique n'ont pas pu tout faire au cours de la guerre froide et au terme de la guerre froide et après la guerre froide, alors que c'était une puissance absolument considérable en part relative et dans l'absolu. Vous imaginez bien qu'Israël dans la région ne peut pas tout faire. Je veux dire, ne peut pas à la fois en finir avec la menace militaire terroriste du Hamas, en finir avec la menace militaire du Hezbollah, en finir avec la menace militaire de l'Iran. Seul ça, ce n'est pas possible. Ceux qui croient le contraire fantasment une situation qui relève même pas du luxe stratégique. Ce n'est pas possible. Un. Donc il faut choisir les priorités. Deux, les menaces du Hamas, me semble-t-il, ne sont pas de même nature que celles du Hezbollah ou de l'Iran. Et je sais que certains de vos auditeurs ne seront peut-être pas forcément convaincus ou en accord avec ça, mais j'aimerais simplement rappeler que le Hezbollah est dirigé par des fanatiques, je le dis et je l'écris depuis toujours, ça a été étayé par des ouvrages de gens tout à fait compétents sur ce sujet, mais pas par des crétins. Ce sont des gens qui, contrairement à Sinwar, le chef de la branche militaire et maintenant de tout le Hamas et pour cause, qui lui, à mon avis, a basculé depuis longtemps dans un extrémisme et un fanatisme de type apocalyptique, en réalité, le Hezbollah n'a jamais démontré qu'il était dans cette espèce de jusqu'au-boutisme total. Et d'ailleurs, la République islamique d'Iran non plus, et on l'a bien vu en avril dernier. Bon, avec son attaque d'Israël quand même extrêmement, enfin, non, pas feutrée. Et elle était illégale, évidemment, au droit international et illégitime. Enfin, elle était, sur le plan logistique, sur le plan militaire, quand même extrêmement limitée. Le Hezbollah, par exemple, j'aimerais vous le rappeler, je le dis d'un mot très, très fort, hein, le Hezbollah n'a jamais perpétré de pogrom sur le sol israélien. Il aurait pu le faire 1000 fois, de la manière dont ça s'est produit le 7 octobre avec les barbares du Hamas. Il ne l'a pas fait. Ça ne veut pas dire que le Hezbollah est devenu philosémite, pro-sioniste et amateur du Likoud au pouvoir. Ça signifie qu'il sait, ou il pense savoir combien lui coûterait, c'est ce qui est en train de se produire sur le Hamas, combien lui coûterait de mener une opération pas seulement militaire, par ailleurs illégale du côté israélien. Les menées du Hezbollah sont absolument illégales en droit international et évidemment illégitimes. Mais ne parlons pas moral pour l'instant, je vous parle militaire. Ça lui coûterait beaucoup plus cher que ce que ça lui rapporterait en quelque sorte. Je mets tout ça entre guillemets, ce ne sont pas des très jolis mots, mais je ne peux pas m'exprimer différemment. Pareil pour la République islamique d'Iran. Donc je pense que, et c'est la deuxième réponse que je vous fais, je pense que de ce point de vue-là, on a la compréhension d'un rapport de force intelligible qui est différente de celle, et là pour le coup Netanyahou s'était totalement planté sur le Hamas, c'est le moins qu'on puisse dire, et ça a donné le 7 octobre, que ce qu'on a vu avec le Hamas. Enfin, dernier point, vous parlez d'apaisement. Attention, pardon, hein, je me permets d'insister une fois de plus.
Je ne suis pas en train de vous dire que si un apaisement existe entre Israël et le Hamas, ça va apaiser la région. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Ce sera une victoire militaire d'Israël dans la bande de Gaza qui permettra de démontrer à l'Iran, ce qui d'ailleurs a déjà été, à mon avis, aux trois quarts démontré, qu'il a perdu un proxy et que il est obligé de ne pas aller trop loin dans l'escalade face à Israël parce que à la fin des fins, cette escalade, la République islamique la perdrait parce que les derniers échelons militaires d'une escalade ne lui appartiennent pas sur le plan militaire. Vous parlez de victoire à Gaza, mais s'il y avait un accord, le Hamas pourrait toujours revendiquer le fait de n'avoir pas été défait complètement, puisque la guerre se serait terminée par un cessez-le-feu, pas par une capitulation Mais, ou une éradication. bien sûr, mais c'est la raison pour laquelle je le dis depuis le 7 octobre après-midi. Je ne crois pas et je n'ai jamais cru à un accord politique, c'est-à-dire à un accord de cessez-le-feu définitif, c'est-à-dire à la fin de la guerre. J'ai cru, et en novembre ça s'est produit, et je crois toujours, j'espère ne pas me tromper, je crois toujours, peut-être à saut d'optimisme, à un accord, mais je répète que cet accord, ce serait un accord qui s'inscrirait dans la dimension humanitaire, il serait provisoire, il concernerait une semaine, 2 semaines, 6 semaines d'arrêt des combats, de repositionnement israélien. D'ailleurs, le Hamas repositionnerait sans doute aussi ses forces, et des otages seraient fort heureusement libérés. Mais la guerre reprendrait ensuite. Puisqu'on fait un point de conjoncture, qu'est-ce qui se passe en ce moment en Cisjordanie, Frédéric Ancel? Alors, il se passe deux choses. La première, la tentative du Hamas, et c'est bien logique d'un point de vue stratégique, hein, et d'ailleurs tentative de l'Iran aussi, enfin, j'ai soutenu par l'Iran, de créer une insurrection dans les zones tenues par, donc c'est la zone A, hein, en vertu des accords d'Oslo, donc les principales villes, les 8 villes palestiniennes les plus importantes, plus 250 villages, c'est-à-dire la zone B, toujours des accords d'Oslo, de recréer donc des cellules combattantes ou terroristes, si vous voulez, qui, pour certaines, entre guillemets, marchent bien, on l'a vu il y a encore ces dernières heures, et pour les autres, elles ont été assez rapidement démantelées. Ça fait beaucoup de victimes, donc c'est ce qu'on appelle, pardon, j'emploie toujours des termes très froids en géopolitique, des combats ou un conflit de basse intensité, mais c'est un vrai conflit, hein, et ça fait beaucoup de morts malheureusement. Ça, c'est la première chose qui est en train de se produire. D'un point de vue strictement militaire, la situation est sous contrôle, et je sais que certains n'aiment pas entendre cela, mais je le dis quand même, parce que c'est la réalité, du fait d'une très grande coopération sécuritaire entre l'autorité palestinienne et Israël. Ceux qui n'y croient pas ne savent pas de quoi ils parlent, je le dis avec beaucoup de respect. Il y a une très grande coopération sécuritaire, militaire et économique dans une moindre mesure entre l'autorité palestinienne, et pour cause, qui ne veut pas se voir relégué au second rang, voire écrasé ou anéanti par le Hamas. Donc On je voit très rappelle que bien c'est que un ennemi mortel pour cette on, autorité on palestinienne. reconnaît là votre analyse et la confiance, entre guillemets, que vous accordez à cette autorité palestinienne. Et tout le monde ne lui accorde pas cette confiance, en Israël en tout cas. Qui a tort, Attendez, qui a je ne suis raison? pas en train de vous dire que l'autorité palestinienne, j'ai employé cette formule peut-être un peu rigolote tout à l'heure, serait devenue sioniste et pro-israélienne. Je suis en train de vous dire qu'elle craint davantage encore le Hamas qu'Israël, pour une raison très simple, c'est que l'autorité palestinienne est vouée aux gémonies par un Hamas qui la considère comme ayant trahi la cause palestinienne. Et je ne vous rappellerai pas, car vous le savez très bien, en juin 2007, et je l'évoquais tout à l'heure, un putsch a été opéré par le Hamas à Gaza contre l'autorité palestinienne. Et des milliers, pas des centaines, des milliers de membres de l'autorité palestinienne ont été assassinés à l'époque et depuis par le Hamas. Je continue de répondre si vous le permettez, parce que ça, c'est la première chose qui est en train de se produire. Il y a une deuxième chose qui se produit, que contestent, à mon avis, à juste titre, beaucoup d'Israéliens. D'après les enquêtes d'opinion que je peux le lire comme tout le monde, enfin très régulièrement, les sondages étant l'un des sports nationaux israéliens, la majorité des Israéliens considèrent que ce qui est en train de se produire de manière générale, du fait au moins d'une partie, en tout cas de la coalition, la plus à droite, hein, avec notamment Ben Gvir et Smotrich, relève d'un déni de démocratie. C'est-à-dire que lorsque des citoyens israéliens font le coup de feu, donc de manière totalement illégale, donc ils ne sont pas en légitime défense, contre qui que ce soit d'ailleurs, hein, et notamment, y compris contre des Palestiniens, alors c'est simple, c'est un déni de démocratie. Donc de deux choses l'une, soit les amis d'Israël continuent à affirmer ourbi et torbi qu'Israël est une démocratie et que c'est un argument pour continuer à défendre ce pays parmi d'autres arguments et qu'autour d'Israël, il n'y a pas de démocratie, et très bien, formidable, soit ça ne l'est plus. Mais alors attention, parce que si un gouvernement israélien, celui-ci en l'occurrence, une coalition quelle qu'elle soit, devait se laver les mains
d'un certain nombre d'exactions, d'exactions de gens hors la loi, tout simplement, hors la loi israélienne. Je suis pas en train de vous parler de terroristes palestiniens, là. S'en laver les mains en considérant qu'au fond, on peut se faire justice soi-même, passant outre la loi et éventuellement la Cour suprême, alors Israël, à terme, risquera de ne plus être une démocratie avec tous les risques moraux et politiques inhérents. Voilà, bon, pour ce point de conjoncture rapide, peut-être un mot sur la conjoncture un peu plus lointaine, pas si lointaine, l'élection américaine. Est-ce que vous pensez que cette élection de novembre, donc, va représenter un enjeu important pour cette situation et pour Israël en particulier? Non, je crois pas. Je crois pas parce que, contrairement à ce qu'ont dit beaucoup d'observateurs, je vous rassure, je me trompe aussi beaucoup, hein, mais sur le Moyen-Orient, peut-être quand même tout petit peu moins que que sur d'autres zones. J'entends depuis le 7 octobre, et en réalité depuis de très nombreuses années, des observateurs un peu pressés ou un peu paresseux, certains pour s'en réjouir, d'autres pour le déplorer, dire c'est fini. L'alliance des États-Unis avec Israël, enfin en tout cas, elle ne sera plus aussi importante, aussi inconditionnelle. Entre parenthèses, elle n'a jamais été réellement inconditionnelle, elle n'est pas si ancienne que ça. Je ferme la parenthèse. La preuve, le Parti démocrate n'est plus ce qu'il était, et la gauche du Parti démocrate a basculé vers un militantisme très pro-palestinien, et Kamala Harris est de la gauche. Écoutez, fondamentalement, depuis le 7 octobre, mais on peut remonter à des crises extrêmement graves aussi, hein, sans remonter à la guerre de Kippour il y a 50 ans, mais, ou plus loin encore, fondamentalement, rien n'a changé. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des nuances, il y a des nuances. Biden déteste Netanyahou. Je veux dire franchement, parmi les chefs d'État et de gouvernement, à part peut-être en République tchèque, à peu près tout le monde le déteste. Donc Biden ne fait rien de plus ni de moins que d'autres. Un. Deux, il a continué. Il a continué quasi systématiquement, à une nuance près, récemment, mais qui n'a pas pesé militairement sur le terrain, à une nuance près, il a systématiquement continué à soutenir Israël, y compris sur le plan militaire, hein, bon. Et en pleines offensives israéliennes à Gaza récemment. Je parle toujours de Biden. Alors maintenant, Kamala Harris, venons-en à elle. On ne peut pas dire ce qu'elle ferait parce qu'elle n'a été que vice-présidente et gouverneure de Californie. Bon. Mais dans son discours à la Convention démocrate, dont beaucoup de pitié annonçaient que ça allait être, vous savez, un peu comme en 68, alors pour d'autres raisons évidemment, à l'époque c'était le Vietnam, le balagan, comme vous diriez chez vous, bon, et le bazar, et avec une dimension très, très, très fortement pro-palestinienne. Il n'en a rien été. Il n'en a rien été. Kamala Harris n'aime pas l'actuelle coalition israélienne. Alors écoutez, ça tombe bien, je crois que c'est le cas des 2 tiers des Israéliens. Là, on ne va pas les considérer comme anti-israéliens, ces gens-là. Bien, donc, je ne fais pas de politique intérieure israélienne. Je vous dis que Kamala Harris, pour l'instant, rien, absolument rien. Mais c'est vrai aussi dans les 2 chambres, chez la grande majorité, pas tous, mais chez la majorité des congressmen, donc démocrates américains, rien n'indique que le 5 novembre, enfin, lors de sa prise de fonction le 21 janvier, si Kamala Harris devenait présidente, il y aurait un changement important et encore moins une rupture stratégique entre les États-Unis et Israël. À choisir pour Israël, est-ce que Donald Trump n'est pas un meilleur choix? Ah, alors attention, alors question très importante aussi, mais pour Netanyahou ou pour l'État d'Israël? Parce que moi, je veux bien. Pour Israël, Netanyahou, on le met de côté. Netanyahou, il attend le 5 novembre, un petit peu comme le Messie, bon, Oui. très bien, mais et sans doute sa coalition aussi. Entre parenthèses, sans doute à tort d'ailleurs, parce que Trump est beaucoup plus imprévisible qu'il n'est pro-israélien. Fondamentalement, il s'en fiche, n'avait jamais investi en Israël. Ce qui l'intéresse, c'est les évangéliques. Alors oui, ça, les évangéliques, évidemment, sont favorables à Israël pour plein de raisons qu'on connaît. Mais lui, à la fin des fins, il s'en fiche. Je pense qu'il ne saurait pas mettre Israël sur une carte. Vous croyez que j'exagère? Le fameux plan, le deal du siècle, qu'il avait établi, qui était ni fait ni à faire il y a quelques années, démontrait des incohérences cartographiques. Je ferme la parenthèse pour vous dire que je ne suis pas en train de vous parler comme ça de manière clownesque. Maintenant, pour Israël, je suis de ceux qui considèrent que il vaut mieux, plutôt que quelqu'un d'imprévisible, il vaut mieux quelqu'un de prévisible, qui, j'allais dire, bien que démocrate, mais en fait, c'est une contradiction par rapport à ce qu'on sait, c'est-à-dire que la grande majorité des présidents démocrates ont toujours été plus favorables à Israël que la grande majorité des présidents républicains. On peut même remonter au sionisme, hein, tout au long du XXe siècle. Je referme cette petite parenthèse historique. C'est le contresens de beaucoup de gens est fait par l'épisode Bush fils, mais Bush fils était républicain, mais c'était surtout un born again. Donc il pensait déjà dans un autre, il était de l'autre côté de la force, comme disent les Jones. Donc moi je pense
pense que pour Israël, si vous voulez que je vous réponde, Kamala Harris, alors on ne sait pas quelle serait sa politique et de qui elle s'entourerait. Qui serait son secrétaire d'État à la Défense et aux Affaires étrangères? Et vous savez qu'aux États-Unis, ça pèse beaucoup. Mais je pense qu'elle ne serait pas, a priori, forcément défavorable à Israël. Frédéric Ancel, venons-en au bilan maintenant, pour terminer cette interview. Quel bilan vous faites de cette année qui finit de s'écouler, donc depuis le 7 octobre, si vous aviez à retenir deux, trois points qui permettent de dire voilà ce que le 7 octobre a transformé, a changé? Héraclite disait qu'on se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, mais euh, en réalité, on est un peu revenu au 6 octobre 73 avec cette espèce de morgue, cette arrogance, cette hubris, pas de tous bien sûr, d'une petite partie, mais d'une partie trop importante des planificateurs en Israël vis-à-vis Vous des voulez ennemis. parler de 6 octobre 23? Alors, de Vous avez 7 dit octobre 63? 73, Ah oui, 7 octobre 2023, bien oui. sûr. C'est-à-dire qu'en réalité, parce que quand vous dites qu'est-ce qui a fondamentalement changé, attention, avant de vous dire, à mon avis, ce qui a changé, j'allais vous dire, quelle est la répétition de l'erreur? Ben, c'est celle-là. Hein. Et vous savez, ça ne concerne pas qu'Israël. Hein. Et l'un de mes points d'enseignement fondamentaux à l'université, mais également dans d'autres cénacles, en géopolitique, c'est toujours celui-ci. Hein. Ne jamais, ne jamais mésestimer l'ennemi, ne jamais mésestimer l'adversaire. Bon, ça c'est un point, mais je crois que ça a été suffisamment dit et écrit. Ce qui est fait est fait. C'est comme ça. Ça c'est un. Deux, j'allais dire beaucoup plus réjouissant, les États-Unis demeurent. Là aussi, c'est un point, c'est un maintien, ce que je vous dis. Les États-Unis demeurent de loin la seule et unique grande puissance du Moyen-Orient. Arrêtez de dire n'importe quoi. Là aussi, beaucoup trop d'observateurs ont enterré, comme d'habitude, parce qu'en général, ils adorent ça, en tout cas trop, trop précocement. Les États-Unis, on n'a pas vu militairement la Chine, la Russie intervenir sérieusement dans la région et d'autres puissances encore moins. Donc ça, c'est un point très important. Et j'ajoute que les États-Unis restent, comme je vous l'ai dit, et vous savez, pour l'instant, assez indéfectiblement quand même derrière Israël. Et on l'a vu pas seulement face au Hamas, on l'a vu face au Hezbollah et face à l'Iran. Bien, de manière déterminante face à l'Iran. Trois, les accords d'Abraham n'ont pas bougé. D'abord, la paix de Camp David de 78 et celle de la Harava avec la Jordanie en 94 n'ont pas bougé, elles auraient pu. Écoutez, on a vu des ruptures de relations diplomatiques pour moins que ça quand même, parce que la guerre à Gaza est quand même extraordinairement violente. Bon, donc, non, les accords d'Abraham n'ont pas été remis en cause. Mieux que ça, mieux que ça. Les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc continuent de faire du business, y compris sur le plan militaire avec Israël. Et l'Arabie saoudite ne cesse de dire que le jour où il y aura enfin un véritable cessez-le-feu, où la guerre s'arrêtera, on reprendra les négociations pour la reconnaissance d'Israël. Donc là aussi, j'ai envie de vous dire que le 7 octobre, de ce point de vue-là en tout cas, n'a pas changé grand-chose, mais c'est déjà une information. Quelque part, c'est presque nouveau ce que je vous dis, tellement à peu près tout le monde pensait dès le 8 octobre que tout allait être bouleversé. Enfin, et là, il y a une nouveauté qui concerne Israël, qui est peut-être stratégiquement finalement plus importante que ce que je viens d'énumérer. Les Haredim rentrent à l'armée. Si vous voulez, il faut bien comprendre que lorsqu'on fait une analyse géopolitique, notamment d'un État, on ne peut pas se contenter, bien sûr vous ne le faites jamais, des frontières extérieures, de l'économie, de l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et la cohésion nationale israélienne, depuis quelques années, quelques mois en tout cas, était très mise à mal avant même le 7 octobre. Et la question de la conscription d'une grande partie des Haredim, vous le savez bien mieux que moi, cher Antoine, était de plus en plus était de plus en plus épineuse. Elle a été tranchée. Maintenant, si des dizaines de milliers de l'ultra-orthodoxes décident de quitter Israël pour New York, pour que sais-je encore, parce qu'ils ne supportent pas, ils le feront. Ils le feront. La Guérida, ça concerne aussi d'autres parties de la population, parce que je vous dis, ils sont libres, les frontières sont ouvertes. Ce qui est sûr, c'est que c'est en train, à mon avis, de constituer l'un des triomphes tardifs, certes, pour l'instant très partiel, certes, de l'État d'Israël en tant qu'État sioniste, c'est-à-dire en tant qu'État qui prône, par définition, d'abord le retour des Juifs en son sein, mais aussi, et peut-être surtout, une cohésion nationale relativement, voire très forte. Et puis, je voudrais quand même finir parce que ce qu'on a dit très rapidement tout à l'heure, des 2 millions d'Arabes israéliens. Où a-t-on vu
quand a-t-on vu une telle proximité de la minorité druze, surtout depuis le massacre perpétré par par le Hezbollah et ses roquettes sur un terrain de foot à Majal Shams sur le Golan. Les Druzes qui payent un tribut lourd aussi aux côtés de leurs camarades juifs israéliens à Gaza. Où a-t-on vu, ou quand a-t-on vu plutôt, une telle proximité avec les Bédouins? Mais je vais plus loin. Au fond, même le principal leader politique arabe-israélien, enfin le chef du principal parti arabe-israélien, au fond, alors tient des propos que la plupart des Israéliens n'aiment pas entendre sur les deux États, etc. Bon, très bien, mais il en a le droit, mais il ne remet pas en cause la citoyenneté des citoyens arabes israéliens à l'État d'Israël. Il y a plein de choses qu'il n'aime pas au sein de l'État d'Israël, et il a raison de le dire. Israël est une démocratie, il a parfaitement le droit de s'exprimer. Et ça, c'était pas évident. C'était pas du tout évident au moment de la riposte massive enclenchée par Israël après le massacre du 7 octobre. Ça, c'est le nouveau, donc à l'intérieur d'Israël, qu'on peut noter depuis le 7 Oui, octobre, selon vous. Et à l'extérieur, ce 7 octobre, on a l'impression qu'il a finalement rendu l'antisémitisme, j'allais oui, dire, plus ouvert, encore plus oui, affirmé. oui, oui, mais nouveau. Là encore, nouveau depuis quand, cher Antoine Mercier? Depuis 45, oui, ce qui est très grave, ce qui est gravissime, hein, bien sûr. Hein. Nouveau depuis 2000 ans? Non. Allons, soyons sérieux. Bon, Les temps longs, cher à Fernand Braudel. Oui, mais vous voyez, c'est-à-dire que moi, j'essaye toujours, à mon infini mal niveau, d'essayer de replacer dans leur géographie et dans leur histoire des faits et des phénomènes. Ce qui est très inquiétant, et là, je ne cherche pas du tout à le minimiser, c'est cette montée, remontée d'antisémitisme, qui est souvent d'ailleurs de nature différente de celle qui avait prévalu dans les années 30 et 40. Là, c'est pas tellement pour l'instant, ça existe bien sûr à l'extrême droite. Enfin, pour l'instant, c'est plutôt dans les extrêmes gauches en Occident et ailleurs que cet antisémitisme-là prévaut, fait florès malheureusement, et dans des milieux militants, alors qu'ils soient d'origine musulmane ou autre, contre les juifs prétendument, enfin c'est toujours pareil, un antisémitisme qui se vêt des atours valorisants parfois de l'antisionisme. Oui, c'est très préoccupant. C'est d'autant plus préoccupant que les premières manifestations de cet antisémitisme, non seulement ont été assez globales au sens mondialisé du terme, et pas seulement moyen-oriental, pas seulement occidental. Ça, c'est embêtant. Et d'autre part, beaucoup plus grave, ces manifestations d'antisémitisme ont éclaté dès les massacres du Hamas du 7 octobre. Israël n'avait pas encore répliqué. C'est comme si vous voulez, il y avait une espèce de catharsis dans la haine. Et ça, évidemment, je vais pas faire mon optimiste béat. Ça, c'est l'illustration pas seulement d'un problème, c'est l'illustration d'une catastrophe. Alors, face à une catastrophe, qu'est-ce que vous faites? Soit vous fuyez, soit vous pleurez, vous vous convertissez au bouddhisme chamanique martien. Je ne suis pas certain que ça réglera le problème. Vous décidez de ne pas combattre. Bon, soit vous combattez. Soit vous combattez. Donc il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et quand je dis qu'il n'y a pas le choix que de combattre, je parle de l'ensemble des démocrates. Alors en France, tous les républicains, ils sont très majoritaires, heureusement. Les démocrates, qui sont très majoritaires en Europe, et dans la plupart des autres pays démocratiques, enfin occidentaux, mais également d'une grande partie de la population dans d'autres États qui, a priori, seraient moins favorables à Israël. Et petite cerise sur le gâteau qui va peut-être vous faire sourire, je voudrais vous citer le cas du Maroc. État quasi exclusivement arabe et musulman. Enfin, je parle pas, bien sûr, des Berbères sont en très grand nombre, mais en tout cas, État musulman, dont la population est très massivement favorable à la cause palestinienne, mais comment ne le serait-elle pas? Les Palestiniens sont arabes et musulmans eux-mêmes dans leur quasi-totalité, dans laquelle il y a eu plusieurs manifestations depuis le 7 octobre, des manifestations auxquelles je me suis beaucoup intéressé. Dès demain, je fais soutenir un mémoire à l'université, un mémoire de Master 2 d'une jeune étudiante marocaine qui a beaucoup travaillé là-dessus, sur les accords d'Abraham. C'est très passionnant, parce qu'elle confirme ce que j'avais vu, entendu et lu, des manifestations qui n'ont pas donné lieu, contrairement à ce qui se passe malheureusement trop souvent en France, à des débordements antisémites, mais ce sont dignes, bon, tenus, sans dépravation, et ce qui n'a pas empêché le Maroc de maintenir, comme je le disais, des rapports, peut-être même de les accroître, stratégiques et militaires avec Israël. Donc, je serais prudent
dans ma préoccupation, et je pense égale à la vôtre et à celle de tous les démocrates et les humanistes du monde, face à l'antisémitisme, c'est un phénomène gravissime, c'est une catastrophe, ce n'est pas l'apocalypse. On n'est pas à la 24e heure, il faut continuer à se battre. Dernière question, peut-être plus personnelle, Frédéric Ancel. Bon, vous allez faire votre entrée, comme tout le monde, à l'université cette semaine. Vous avez l'appréhension de retourner à la fac, de risquer de vous trouver face à des gens qui vous en voudraient? Sachant que je suis enseignant principalement à Sciences Po Paris, non, parce que d'abord, empiriquement, je n'ai jamais eu de problème. En tout cas, jamais eu de problème grave. Il y a très longtemps, à Paris-Saint-Denis, il y avait eu une forme de stigmatisation personnelle. Elle n'était pas gravissime, mais elle était déjà grave, d'autant que la situation était beaucoup plus calme au Moyen-Orient qu'elle ne l'est aujourd'hui. À Sciences Po, absolument jamais, et pourtant, je donne cours, entre autres, pas seulement, mais entre autres, sur le Proche-Orient, sur Israël et sur le conflit israélo-palestinien. Je n'ai jamais eu de problème. Je pense que je n'en aurai pas, d'abord parce que je ne tolère pas les pressions morales et intellectuelles d'où qu'elles viennent, surtout lorsqu'elles sont de nature fascisante, et d'autre part parce que j'ai parfaitement confiance dans la capacité de mes étudiants à débattre, à réfléchir, à conserver des sensibilités qui sont et qui seront les leurs, à écouter, à contrecarrer peut-être, en tout cas à argumenter, parce que fondamentalement, Sciences Po, c'est ça, hein. Et j'ajoute un point très important, vous savez, dans l'histoire, ce sont les minorités en général hein, qui font, pour le meilleur ou pour le pire, qui font avancer les phénomènes, qui incarnent les phénomènes, qui font avancer les périodes historiques des minorités, parfois des toutes petites minorités, parfois d'infimes minorités. Bah, au printemps dernier, on ne va pas refaire l'histoire maintenant, mais je le dis puisque vous m'avez posé la question, autour de et à Sciences Po, c'était une infime minorité de gens parfaitement dogmatiques qui avaient malheureusement réussi à créer de l'agitation. Moi, je peux témoigner, et avec moi beaucoup de mes collègues, que l'immense majorité des personnels et bien évidemment des étudiants de Sciences Po restent encore dans la réflexion, dans la pondération et dans l'humanisme. Merci beaucoup. Frédéric Ancel, on vous souhaite Merci à vous, donc Antoine. Merci. une bonne rentrée. Je rappelle qu'on va vous retrouver donc du 18 au 22 septembre, donc très prochainement, à Trouville pour ces rencontres internationales géopolitiques dont le thème, ce sera les femmes et le pouvoir et l'entrée Entrée est libre. Hein, c'est ça. totalement libre. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.